Mesdames et messieurs, hier soir, un navire français appartenant à un amateur français a été frappé dans l'un des passages maritimes les plus stratégiques du monde. 8 marins blessés, des dégâts confirmés et pourtant ce matin, le premier réflexe du gouvernement français, c'était de dire on ne peut pas encore confirmer. Pas une désinformation, pas une mauvaise volonté, simplement parce que la situation dans laquelle ce navire se trouvait est tellement complexe, tellement enchevêtrée entre acteurs. Intérêt et manœuvres diplomatiques, que même les autorités ont mis du temps à démêler ce qui s'est passé. C'est ça qui m'a frappé. Pas l'attaque en elle-même. Dans le contexte actuel, elle n'est malheureusement pas surprenante. C'est la confusion, l'enchevêtrement, le fait qu'on ne sache pas vraiment si ce navire a été délibérément ciblé ou s'il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, dans une crise qui le dépassait complètement. Alors prenons le temps d'y regarder de plus près. Commençons par ce qui est confirmé, parce que c'est la base. Le 5 mai 2026, un porte-conteneur nommé San Antonio, propriété de l'armateur français CMA CGM, a été frappé près du détroit d'Ormuz, faisant 8 blessés. Le navire naviguait sous pavillon maltais. Quand on dit maltais, c'est la Malte. Voilà. On y reviendra. C'est un détail qui compte. L'armateur a confirmé l'attaque le 6 mai, précisant que les blessés avaient été évacués et que le navire avait subi des dommages. Première chose à noter, c'est une agence de sécurité maritime britannique qui a signalé en premier, mardi soir, qu'un cargo avait été touché par un projectile d'origine inconnue dans le détroit. Sans identifier le navire, ce n'est que le lendemain matin que CNA et CGM a confirmé publiquement qu'il s'agissait de San Antonio. La porte-parole du gouvernement français, Brégeon, déclarait ce matin qu'elle ne pouvait pas encore confirmer l'incident, mais que si c'était avéré, ce serait évidemment inadmissible. Voilà pour les faits bruts. Maintenant, replaçons ça dans son contexte, parce que sans contexte, on ne comprend rien, absolument rien, et c'est la base. Déjà, il faut noter que depuis le 28 février 2026, le détroit d'Ormuz est au cœur d'une crise majeure. L'Iran a bloqué ce passage stratégique perturbant les exportations mondiales de pétrole et de gaz. Situé entre l'Iran et les Émirats arabes unis, ce détroit constitue l'un des passages maritimes les plus stratégiques du monde. Comme je le dis toujours, environ 20% du pétrole mondial transporté par voie maritime mondiale y transitait normalement. Depuis le début de la crise, le volume de marchandises transitant par le détroit s'est effondré de 96%. 96%, c'est vertigineux. Les principales compagnies de transport de conteneurs, donc Maersk, CMA et APAC, ont suspendu leur transit à travers le détroit le 13 avril. Donald Trump a répondu au blocage iranien par un blocus américain des ports iraniens. Et puis, dimanche, le 3 mai, il lance ce qu'il appelle le projet Liberté, une opération d'escorte américaine où des navires patrouillaient dans la zone pour protéger les tanks et porte-conteneurs, cherchant à quitter le golfe Persique via le détroit. Le San Antonio tenait ce message, ce passage autant pour moi, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la chronologie de cette attaque soulève plusieurs questions concrètes. Selon le Parisien, citant une source haut placée, le San Antonio participait au projet Liberté et a été touché 2 heures après sa sortie du corridor sécurisé. 2 heures après, ce n'est pas anodin. Ça veut dire que le navire n'était plus sous escorte directe au moment des tirs. Soit l'escorte était insuffisante, soit elle avait déjà pris fin. Soit les deux. Et justement, presque au même moment où le San Antonio est ciblé, Donald Trump annonce la suspension de l'opération Projet Liberté. Officiellement, pour faciliter les négociations en cours. Il écrit sur Truth Social que de grands progrès ont été réalisés avec l'Iran. Critiqué. Le projet Liberté n'aura été effectif que 36 heures, il n'aura profité qu'à 2 bateaux. Il dit bien 2. 36 heures, 2 bateaux et une opération suspendue
pile au moment où un navire français est touché. Maintenant, est-ce que ces deux événements sont liés? Est-ce que l'attaque a précipité la décision de Donald Trump? Ou au contraire, est-ce que la suspension de l'escorte a laissé le San Antonio vulnérable? On ne sait pas. Et je tiens à être clair là-dessus. On ne sait pas. Il y a des lectures possibles. On y reviendra. Mais je ne vais pas transformer une coïncidence de timing en causalité. Ce qu'on sait, c'est que l'Iran avait prévenu. Téhéran avait mis en garde. Les États-Unis rappellent que s'ils ont l'intention de se rapprocher du détroit d'Ormuz, ou d'y pénétrer, en fait, ils sont ciblés, ou encore ils seront ciblés et attaqués. Cette mise en garde existait avant l'attaque, elle était publique, elle était explicite. Autre point qui mérite d'attention, le San Antonio battait pavillon maltais, pas français. C'est une pratique courante dans le secteur maritime. On appelle ça les pavillons de complaisance. Un armateur français, un navire enregistré ailleurs pour des raisons fiscales, réglementaires ou de flexibilité opérationnelle. Ce détail a une conséquence concrète d'un point de vue juridique international. Ce n'est pas fonctionnellement un navire français qui a été frappé. Le président de la République lui-même a précisé que ce n'est en aucun cas la France qui a été visée. C'est une nuance importante. Là, c'est probablement pour ça que la réaction officielle française a été mesurée. Condamnation, mais escalade. Maintenant, essayons d'analyser sans forcer de conclusion. La première lecture est la suivante. L'Iran envoie un message. Dans une logique, l'attaque n'est pas un accident. C'est une détermination. Depuis le début de la crise, Téhéran utilise le détroit comme le levier de pression sur les États-Unis, sur les pays du Golfe et sur l'économie mondiale. Après la suspension du projet Liberté, Téhéran a immédiatement resserré son emprise sur le détroit en instituant un nouveau dispositif de surveillance. Les navires voulant franchir le passage de fond désormais sollicitent un permis de transit auprès d'une autorité bien acquise. Évidemment, en d'autres termes, ce que les États-Unis appellent une voie de navigation internationale libre, l'Iran est en train de le transformer dans les faits en un couloir sous contrôle iranien. Frapper un navire juste après que le projet Liberté commence à fonctionner, c'est aussi signaler que l'escorte américaine ne garantit rien. Ouais, c'est évident. C'est évident, on ne force pas ce qui vient naturellement. Voilà. La deuxième lecture, on va commencer, c'est une escalade non maîtrisée. Dans cette version, on n'est plus dans une stratégie froide et calculée, mais dans une dynamique où plusieurs acteurs tirent dans tous les sens, où les signaux d'alerte se croisent et où les décisions se prennent dans l'urgence. Emmanuel Chalat, syndicaliste des officiers de la marine marchande, estimait que le projet Liberté aggrave la situation et engage des tentatives de passage qui sont extrêmement risquées et qui donnent des prétextes aux uns et aux autres de reprendre les tirs, revendiqués ou pas. C'est une vision plus chaotique, moins théologiste. Et elle est plausible aussi. La troisième lecture est la suivante. Le navire français est une victime collatérale. Peut-être que l'Iran ne visait pas spécifiquement un intérêt français. Peut-être qu'il visait n'importe quel navire ayant participé au projet Liberté. Le San Antonio était là, il était identifiable. Il a été touché, ce n'est pas moins grave. Mais ça change la lecture géopolitique. Ces trois lectures ne sont pas mutuellement exclusives. Et je n'ai pas les éléments pour en valider une seule avec certitude. Ce qui est troublant dans cette situation, si on prend du recul, c'est le chemin qu'elle révèle. L'organisme international maritime, OMI, a elle-même déclaré que les escortes navales ne sont pas une solution durable et recommandait aux navires dans la région la plus grande prudence. Ça, c'est l'organisation internationale dont le mandat est précisément de sécuriser le trafic maritime mondial. Et elle dit que l'escorte militaire ne résout rien sur le fond. C'est significatif. Elle a identifié 800 navires coincés dans le golfe Persique, souhaitant traverser le détroit. Soit environ 20 000 marins présents dans une zone de guerre. 20 000 marins, des civils, des travailleurs.
pris en otage de facto par un bras de fer géopolitique qui les dépasse entièrement. Du côté français, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, confirmait ce matin que 59 navires à intérêt français se trouvent encore dans le détroit, avec 26 marins français à bord. La France maintient l'ordre de ne pas tenter la traversée. C'est une position prudente et probablement raisonnable au vu des événements. Ce que cette crise expose aussi, c'est la vulnérabilité structurelle de nos économies à ce détroit, selon l'économie Olivier Blanchard. Le scénario central qui s'impose est celui du prix du pétrole durable. On parle d'une menace directe sur les prix de l'énergie, des transports, des matières premières, tout le monde est concerné. Prenons un peu de moment pour être honnête sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, parce que c'est très important. On ne sait pas avec certitude qui a tiré. La frappe est attribuée à l'Iran, mais à ce stade, aucune revendication officielle n'a été publiée. On ne sait pas si le San Antonio était une cible délibérée ou une cible d'opportunité. On ne sait pas si la suspension du projet Liberté par Donald Trump a précédé, accompagné ou suivi la décision de tirer. Et les implications sont radicalement différentes selon les cas. On ne sait pas non plus ce qu'il en est des négociations en cours entre Washington et Téhéran. Donald Trump parle de grands projets ou de grands progrès autant pour moi. L'Iran ne confirme rien de solide. Le chef de la diplomatie iranienne se trouve en ce moment à Pékin pour rencontrer son homologue chinois, ce qui suggère que la Chine est aussi dans la boucle. Mais à quel titre, avec quel poids, dans quelle zone et dans quel sens sans oublier, on ne sait pas. Ce que je refuse de faire, c'est combler ces vides avec des hypothèses présentées comme des certitudes. Ce serait vous mentir. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qu'on peut affirmer, c'est ceci. Un navire lié à un amateur français a été frappé dans l'une des zones maritimes les plus sensibles de la planète, au moment précis où une opération américaine d'escorte s'effondrait en moins de 48 heures. Que la France se retrouve, comme d'autres pays européens, confrontés à une crise qu'elle n'a pas initiée, mais dont elle subit les conséquences directes économiquement, diplomatiquement, humainement. Et que le détroit d'Ormuz n'est pas juste une ligne sur une carte. C'est l'un des détroits sur Terre où la géopolitique et la vie quotidienne des sens des gens se rejoignent le plus directement. La question de fond, celle qui reste ouverte ce soir, c'est celle-ci. Est-ce qu'on est dans une phase d'escalade qui cherche à se résoudre par la diplomatie ou dans une phase où chaque acteur teste les limites jusqu'à ce que quelque chose craque? Je ne sais pas. Et je préfère vous dire que je ne sais pas, plutôt que de vous vendre une lecture confortable. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir continuer à suivre ça de près, de très près. Et c'est exactement ce qu'on va continuer à faire ici. Si vous trouvez cette façon d'analyser les choses a de la valeur, sans alarmisme, sans conclusion forcée, juste de la rigueur et de l'honnêteté, alors abonnez-vous parce que j'ai besoin des chiffres. J'ai besoin de chiffres. Mais parce que plus on est nombreux à s'informer sérieusement, moins les raccourcis faciles ont de prise. Et en ce moment, franchement, on en a besoin. C'était votre humble serviteur, le paparazzi. Vous le savez déjà, vous êtes les meilleurs. À très vite, portez-vous bien.